Aujourd'hui, je vous propose un résumé et une analyse du roman 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Lorsque l'histoire de 20 000 lieues sous les mers commence en 1866, d'étranges rapports sont arrivés en Europe et aux États-Unis depuis les confins de la haute mer. À partir de juillet, plusieurs navires à vapeur affirment avoir rencontré une sorte d'énorme créature marine. Bien que complètement impossible à identifier, la créature ressemble à une baleine. Elle est de forme oblongue et a été signalée crachant de l'air à la surface. Des rencontres avec le monstre marin entraînent des collisions, et une rencontre particulièrement violente avec un navire à vapeur anglais a failli couler le bateau. Une frénésie de panique et de fascination envahit la presse européenne et américaine, provoquant un tollé pour que les autorités mettent fin à cette menace maritime. Les autorités américaines équipent une frégate bien armée, l'Abraham Lincoln, pour chasser le monstre et invitent l'estimable docteur Pierre Aronnax à les accompagner lors de leur mission. Le docteur Aronnax est l'auteur de l'ouvrage en 2 volumes Les mystères des profondeurs de l'océan et est considéré comme l'une des principales autorités mondiales en matière de vie sous-marine. Il faisait des recherches aux États-Unis et s'apprêtait à quitter New York pour rentrer chez lui lorsqu'il a reçu l'invitation à rejoindre l'Abraham Lincoln. Il accepte avec enthousiasme et emmène avec lui son fidèle assistant et ami, Conseil. Le capitaine de la frégate est un officier de marine sérieux et compétent nommé Farragut. En plus du docteur Aronnax et de Conseil, un harponneur canadien chevronné nommé Ned Land rejoint l'équipage. L'Abraham Lincoln poursuit la menace fantôme pendant des mois, mais a peu de chance. Au début du mois de novembre, lorsqu'il est sur le point d'abandonner sa mission, l'équipage repère la créature. Après un violent combat, le docteur Aronnax, Conseil et Ned Land sont renversés par-dessus bord. Ils flottent pendant un certain temps et finissent par se retrouver au sommet de la créature elle-même, qui s'avère n'être pas une créature, mais un sous-marin artificiel. Le sous-marin appartient au capitaine Nemo, un homme incroyablement intelligent et très agréable, mais qui ne donne aucune information personnelle. J'ai rompu avec la société, leur dit-il. Son sous-marin, le Nautilus, parcourt le monde sous-marin explorant ses merveilles et ses mystères. Le capitaine Nemo accorde à ses nouveaux invités une liberté totale avec la restriction qu'ils doivent retourner dans leur cabine dès qu'on le leur demande. Parce qu'ils ont découvert son secret, ils sont maintenant liés au sous-marin et à lui pour la vie. Ainsi commence une aventure de près de 10 mois qui couvre une distance de 20 000 lieues. Au cours du voyage, le docteur Aronnax, Conseil, Ned Land et l'équipage du Nautilus visitent les récifs coralliens du large du Pacifique Sud, les volcans actifs sous la Méditerranée, les paysages de glace au pôle Sud et d'innombrables autres merveilles du monde naturel. Au début, leur captivité semble être un prix supportable à payer pour leurs aventures vraiment extraordinaires, mais en fin de compte, ils sont prêts à risquer la mort pour retrouver leur liberté. Au cours du voyage, qui est alternativement impressionnant, ennuyeux et terrifiant, le docteur Aronnax essaie de découvrir la vie du capitaine Nemo. Comme les icebergs sous lesquels le Nautilus navigue, le capitaine cache un énorme secret sous sa surface polie. Le docteur Aronnax est contrecarré jusqu'à la toute fin du voyage, mais même alors il ne découvre que des indices sur le passé torturé du capitaine. Qu'est-ce que cela signifie d'être libre? Cette question est examinée de près dans 20 000 lieues sous les mers. Le capitaine Nemo et Ned Land répondraient de manière très différente, car pour le capitaine Nemo, la liberté c'est de vivre seul, selon ses propres règles, complètement coupé de la société. Il ne voit rien de valeur dans le monde que les humains ont fait et a donc pris sur lui de créer une toute nouvelle civilisation sous l'eau. Avec un équipage loyal et servile sous son commandement et sa machine de voyage et de guerre indestructible, il est devenu maître de son destin. Il est fortement sous-entendu que le capitaine Nemo n'a pas toujours été un homme solitaire. Il a fait ses études d'ingénieur à New York, Londres et Paris. Quelque chose de terrible s'est passé qui n'est jamais révélé, et désormais son seul désir est de gouverner les mers. Les vues de Ned Land sur la liberté ne pourraient pas être plus différentes.
Bien qu'il soit un harponneur accompli et un homme dévoué de la mer, il souffre horriblement du mal du pays et de la claustrophobie pendant son séjour sur le Nautilus, beaucoup plus que le docteur Aronnax ou Conseil qui semble accepter à contre-cœur leur emprisonnement jusqu'à la toute fin de l'histoire. Son nom de famille n'est pas un hasard, le harponneur aspire désespérément au simple plaisir de la vie terrestre, comme manger de la viande et se promener dans sa ville natale. Il explique cela au docteur Aronnax pendant qu'ils projettent leur dernière évasion. Les idées complètement contradictoires du capitaine Nemo et de Ned Land sur la liberté montrent que le terme est largement ouvert à l'interprétation, la liberté d'un homme et la prison d'un autre. 20 000 lieues sous les mers est également une célébration du monde naturel. Tout au long de l'histoire, le docteur Aronnax ne se laisse jamais d'observer les coins et recoins de la mer et de remarquer leur éclat. En fait, au cours de certains segments du voyage du Nautilus, les descriptions que le professeur fait des poissons, des mammifères et de la flore à l'extérieur du sous-marin durent plusieurs pages, reflétant son admiration pour l'océan. Compte tenu de sa disposition, il n'est pas surprenant qu'il critique fréquemment la surpêche et d'autres formes de dégradation causées par l'homme. Le capitaine Nemo réfléchit après leur retour de plongée dans les forêts de l'île de Crespo. Il apprécie profondément cette vie authentique et par conséquent il s'oppose avec véhémence à la chasse pour le plaisir, comme Ned Land essaie souvent de le faire. Dans l'océan, il voit la plus belle œuvre de Dieu. La mer pourvoit à tous mes besoins. J'ai une vaste propriété que je cultive seul et qui est toujours replantée par la main du Créateur de toutes choses, explique-t-il au docteur Aronnax juste après que les 3 hommes sont venus à bord du Nautilus. En reliant l'océan à Dieu, Jules Verne insinue que protéger l'océan est un impératif moral. Le capitaine Nemo se considère comme un défenseur de ceux qui ont été lésés. Il exprime sa sympathie pour les colonisés et les opprimés du monde, mais il agit également. Après avoir sauvé le pauvre pêcheur de perles sri-lankais d'un requin, il laisse une poignée de bijoux précieux à l'homme. Je suis son compatriote et je le resterai jusqu'à mon dernier souffle. Les remarques du capitaine Nemo révèlent son profond engagement envers la justice et potentiellement pour l'usage de la violence si c'est nécessaire. Le docteur Aronnax, Conseil et Ned Land réalisent cette horrible vérité lorsque le capitaine Nemo coule le navire de guerre dans l'Atlantique Nord. Avant qu'il ne soit attaqué, le docteur Aronnax essaie de dissuader le capitaine, mais il ne cédera pas. « Je suis la loi, je suis la justice », déclare-t-il. Ces terribles actions visent clairement à venger certains traumatismes passés, comme en témoignent les sanglots du capitaine au sujet de sa famille. Cependant, en coulant ce navire de guerre et en tuant des dizaines d'hommes, justice a-t-elle été rendue? En vertu du propre code de justice du capitaine Nemo, la réponse est oui, mais du point de vue du docteur Aronnax, la réponse est un non retentissant.